Bonjour à vous tous et bienvenue à la dernière séance du module Recherche opérationnelle pour cette année. Je vais commencer cette séance par un récapitulatif de tout ce que nous avons vu durant ce module. Ce sera un résumé et si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez consulter le classroom du module. Je vais vous envoyer le lien, vous le savez déjà, mais je vais vous rappeler le lien. Et le webinaire que nous avons déjà enregistré pour chaque partie du cours. Je vais commencer par la base de la programmation linéaire qui, je vous rappelle, est une branche de la recherche opérationnelle. C'est notre première séance de formation en ligne et les 3 premières séances que nous avons déjà eues en présentiel. Donc, qu'est-ce que la recherche opérationnelle? Je vous rappelle que c'est un ensemble d'outils qui sont à la fois mathématiques, statistiques et algorithmiques qui sont utilisés pour résoudre des problèmes, surtout réels. C'est une discipline qui est liée à ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, c'est-à-dire des outils scientifiques qui permettent d'analyser des situations et de proposer des solutions qui vont être utilisées pour prendre des décisions dans différents domaines. Ça consiste aussi à optimiser, c'est-à-dire chercher un minimum, un maximum ou une valeur exacte, un problème réel lié à un temps, un coût, des distances, un profit, etc. Et en respectant des contraintes qui peuvent être très variées, qui peuvent être même qui ne sont pas du tout liées. Puisque la recherche opérationnelle prend en considération des problèmes réels, donc la première étape de la recherche opérationnelle, c'est la mise en situation du problème. Le problème, comme je vous ai dit, ça peut être lié à n'importe quel domaine. Ça peut être un domaine social, l'emploi du temps, la conception, les applications industrielles, surtout pour la production, le transport, la logistique, etc. Une fois le problème est modélisé, on passe à la modélisation mathématique, c'est-à-dire la représentation de ce que nous avons déjà décrit littérairement par des équations mathématiques. En particulier, pour nous, ce sera des équations linéaires, puisqu'on s'intéresse à la modélisation linéaire. On va voir, je vais vous rappeler la forme d'un modèle linéaire. Une fois le modèle est prêt, on passe à la résolution. Il y a différentes méthodes de résolution, ce que nous avons vu. Je vais vous rappeler chacune des méthodes que nous avons déjà eues et quelques détails liés à ces méthodes-là. Donc, comme nous avons déjà dit, la modélisation linéaire revient à transformer ou à représenter un problème réel par des équations linéaires, c'est-à-dire des équations de premier ordre ou une équation de premier ordre. Et la définition d'une fonction objective avec des contraintes qui sont les limites du problème. La forme générale ou les étapes de la détermination de cette forme générale passent par 4 étapes principales. On commence par définir ce qu'on appelle les variables de décision qui sont les variables qui définissent le problème, qui régissent la situation à modéliser. Ce sont bien sûr des variables réelles. C'est pour ça qu'on exige que ce soit positif. On passe à la suite, mais l'ordre peut très bien changer. D'après l'exemple que j'ai affiché, on passe par la suite à la définition des paramètres du problème, qui sont des constantes qui vont définir les contraintes et la fonction objective, qui vont être définies dans une étape ultérieure. C'est-à-dire, après avoir défini les paramètres, on passe à la fonction objective et aux contraintes du problème. Voici un exemple d'un programme linéaire, une représentation de programme linéaire. La fonction objective est en bleu
les contraintes en vert et les variables de décision en jaune ici. Ici, nous avons des contraintes de même signe inférieur ou égal, mais on peut très bien avoir, bien sûr, tout type de contraintes, des inéquations ou même des équations. C'est une écriture analytique qui peut être transformée en ce qu'on appelle une écriture matricielle par des vecteurs et des matrices. On note généralement le vecteur des coefficients de l'objectif C, le vecteur des variables de décision X, la matrice des coefficients économiques, des coefficients techniques qui définissent le problème par la matrice A, et le second membre, c'est-à-dire la partie droite des contraintes, c'est le vecteur B. La représentation matricielle générale est la suivante. Si on veut écrire une généralisation d'un programme linéaire écrit sous forme analytique, on va afficher cette écriture-là. Pour l'écriture matricielle, c'est toujours la même. La remarque à donner ici, c'est une remarque très importante, c'est qu'on ne peut passer d'une écriture analytique vers une écriture matricielle que si toutes les contraintes ont le même signe. Et ce n'est pas le cas, bien sûr, pour les problèmes réels. On peut très bien avoir des contraintes de signes différents. Pour ça, on a des règles de transformation ou de réécriture des contraintes, ou même de la fonction objectif en cas de besoin. Donc, vous pouvez suivre ces règles-là pour chercher des formes particulières de programmes linéaires. Nous avons principalement deux formes particulières qui seront utilisées par la suite pour la résolution. Pour appliquer des méthodes de résolution, nous avons la forme canonique avec un problème de maximisation des contraintes de type inférieur ou égal et des variables de type des variables positives ou nulles. Pour la forme standard, un problème de maximisation aussi des contraintes égalité et des variables positives ou nulles. Les règles de transformation sont liées au signe des contraintes, multipliées par -1 pour changer de signe, ajouter une variable d'écart pour transformer une contrainte de type inférieur ou égal à une contrainte de type égalité, retrancher un surplus, voilà, retrancher un surplus pour transformer une contrainte de type supérieur ou égal en une égalité, ou encore dupliquer une contrainte égalité en deux contraintes, une contrainte supérieure ou égale et une contrainte inférieure ou égale pour transformer une égalité en deux inégalités. Nous pouvons aussi transformer un problème de minimisation en un problème de maximisation en appliquant ces règles-là et en respectant bien sûr le fait que toutes les variables doivent être supérieures ou égales à 0, même les variables d'écart et les surplus. Quelques définitions utiles dont nous avons besoin pour comprendre la résolution des problèmes. On part d'une solution qui est tout simplement le fait d'affecter des valeurs à toutes les variables de décision, quelles que soient ces valeurs-là. Si, en affectant ces valeurs-là, la solution ou les contraintes sont toutes satisfaites, on dit que la solution est réalisable, c'est-à-dire c'est une solution, c'est une combinaison de variables de décision qui vérifie toutes les contraintes, y compris les contraintes de positivité, bien sûr. L'ensemble des solutions réalisables s'appelle le domaine réalisable. Une ou plusieurs solutions du domaine réalisable sont appelées, s'il y a plus qu'une solution une solution optimale, les solutions optimales. Qu'est-ce que ça veut dire une solution optimale? Pour un problème de maximisation, la solution optimale, c'est la combinaison qui me donne la valeur la plus grande de l'objectif, la combinaison des variables de décision qui me donne la plus grande valeur de la fonction objectif. Pour un problème de minimisation, c'est la combinaison des variables qui me donne la plus petite valeur de l'objectif. Définir une solution revient à
affecter des valeurs aux variables de décision et bien sûr calculer la valeur de l'objectif qu'on note généralement Z. Les détails du cours, comme je vous ai dit, vous les trouvez sur Google Classroom. Ce que je vais présenter actuellement, c'est un résumé de la résolution graphique, l'algorithme de simplex, la méthode Big M, la dualité et la résolution numérique, que ce soit par un SXL ou Lindo. Je vais commencer par la résolution graphique. La particularité de cette méthode de résolution, c'est qu'elle n'est applicable que pour un nombre de variables égal à 2. C'est-à-dire au-delà de 2, je ne peux pas appliquer la résolution graphique ou la résolution géométrique. En effet, la première étape de la résolution graphique, c'est le fait de tracer un repère bidimensionnel, c'est-à-dire un repère XY orthogonal. Déterminer ensuite le domaine réalisable, identifier tous les points extrêmes, puis chercher le point optimal par deux méthodes possibles. On va voir ces deux méthodes. Je reprends rapidement l'exemple que nous avons déjà eu. On va considérer un problème de maximisation à deux variables et 4 contraintes, plus les contraintes de positivité, et on va résoudre ce problème. C'est-à-dire, on va chercher là où les solutions optimales. Pourquoi ici on a pris uniquement la partie droite et haut du repère orthogonal? C'est tout simplement parce que j'ai des variables de décision supérieures ou égales à 0. L'axe des abscisses est l'axe qui représente la variable de décision x1 et l'axe des ordonnées c'est x2. Et comment on va déterminer la deuxième? On va appliquer la deuxième étape de la résolution graphique. On va chercher le domaine réalisable en cherchant le domaine réalisable de chaque contrainte indépendamment de l'autre et chercher l'intersection de ces domaines réalisables. Comment on va faire ça? x1 inférieur ou égal à 8, c'est un demi-plan. Je vais commencer par tracer la droite x1 égale à 8 et je vais considérer la partie du plan qui correspond à x1 inférieur ou égal à 8, qui est bien sûr la partie gauche, c'est-à-dire la partie assurée, c'est la partie éliminée. Pour la deuxième contrainte, pareil, on va tracer une droite horizontale et on va considérer la partie en bas de la droite x2 égale à 5. Pareil pour la troisième contrainte, et on va considérer, puisque c'est une contrainte de type supérieur ou égal, la partie au-dessus de cette droite-là, et on termine par la dernière contrainte et la dernière zone réalisable. L'intersection, c'est ce triangle-là. Le domaine réalisable, c'est le triangle blanc. Je vous ai dit que nous avons deux méthodes de détermination de là où les solutions optimales. La première méthode, c'est de commencer par tracer une droite parallèle à la fonction objectif, c'est-à-dire tracer une droite, dans ce cas 2x1 plus x2 égale à une constante, quelle que soit cette constante-là. Puis, pour un problème de maximisation, translater cette droite vers le point le plus haut du domaine réalisable. Si c'était une minimisation, nous allons translater la droite vers le point le plus bas du domaine réalisable. Et on va repérer ce point le plus haut par lequel passe une droite parallèle à la fonction objectif. Dans ce cas, on a ces deux coordonnées pour le point optimal. Ça, pour la première méthode de détermination graphique de la solution ou les solutions optimales. Ici, on a une seule solution. La deuxième méthode, c'est considérer uniquement le domaine réalisable et les points extrêmes du domaine réalisable. Ici, nous avons 3 points extrêmes. On calcule la valeur de Z pour chaque point extrême et on garde pour un problème de maximisation le point qui a la valeur de Z la plus grande.
Ici, bien sûr, nous aurons le même résultat puisque c'est le même problème. On passe maintenant à l'algorithme de simplex. Ici, je ne vais pas vous présenter un exemple concret. Vous pouvez revenir au document du cours, comme je vous ai dit, au webinaire déjà discuté si vous avez besoin des détails de calcul. L'algorithme de simplex est utilisé quel que soit le nombre de variables de décision. C'est-à-dire, je peux l'utiliser pour un problème de dimension 2, c'est-à-dire à 2 variables de décision ou plus. La condition d'application de l'algorithme de simplex, c'est le fait de pouvoir trouver une solution réalisable de départ et appliquer ces étapes-là. On commence toujours pour l'algorithme de simplex par une forme canonique du problème, c'est-à-dire un problème de maximisation des contraintes qui sont toutes inférieures ou égales et des variables de décision positives. Si on a une de ces trois conditions qui n'est pas respectée, on doit ou bien chercher à transformer le programme linéaire pour que ce soit dans la forme, sous la forme canonique, ici sous à la fin S, ça manque un S, ou bien on cherche une autre méthode de résolution si ce n'est pas possible de trouver la forme canonique ou de trouver une solution réalisable initiale. Donc, mettre le programme linéaire sous forme canonique, mettre le programme linéaire sous forme standard, c'est-à-dire ajouter des variables d'écart, une variable d'écart pour chaque contrainte de type inférieur ou égal, puis chercher la solution réalisable initiale. Le cas particulier pour l'algorithme de simplex, c'est le fait d'avoir un second membre qui a toutes ses composantes strictement positives. Supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? Si j'ai un programme linéaire avec un second membre avec des composants supérieurs ou égal à 0, je peux trouver une solution de base réalisable initiale triviale qui est obtenue en faisant quoi? En considérant que les variables de décision sont des variables hors base, donc ont une valeur nulle, et les variables d'écart forment une base, et chaque variable d'écart a la valeur correspondante du second membre de la contrainte. C'est un cas particulier lorsque le second membre est supérieur ou égal à 0. Puis, on va tester cette solution réalisable initiale. Si la solution initiale est optimale, on va arrêter l'algorithme. Sinon, on va affecter une itération. Qu'est-ce que ça veut dire une itération? C'est-à-dire tester le point optimal adjacent. C'est-à-dire chercher un autre point extrême par analogie avec la résolution graphique, chercher un autre point extrême et tester si ce point-là est optimal ou pas. Comment on va faire ça? On commence par changer la base, c'est-à-dire faire sortir un vecteur de l'ancienne base de la solution initiale dans notre cas et le remplacer par un autre vecteur des variables de décision. Le vecteur entrant est celui qui a le coefficient de la dernière ligne la plus positive, la plus grande, le coefficient positif le plus grand. C'est le vecteur qu'on appelle vecteur entrant et qui va remplacer le vecteur qui a le ratio technique le plus faible. C'est-à-dire, on va calculer BI sur AI2. Sur AIE. Dans le cas général, on va calculer le second membre sur la colonne du vecteur entrant et on considère uniquement les coefficients qui sont strictement positifs. Si on a un coefficient négatif ou un coefficient nul, on ne considère pas ce coefficient-là.
Donc, le vecteur sortant de la base, c'est le vecteur qui a le ratio technique le plus faible. On repère l'élément pivot, on divise la ligne pivot par l'élément pivot, puis on applique cette formule-là pour trouver le reste des coefficients du nouveau tableau de simplex. Par la suite, on doit tester de nouveau si la solution est optimale ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire tester? Je vous rappelle, tester, c'est-à-dire pour un problème de maximisation, vérifier que les coefficients de la dernière ligne sont tous inférieurs ou égaux à 0. Pour un problème de maximisation, si nous avons la dernière ligne inférieure avec des coefficients tous inférieurs ou égaux à 0, on dit que la solution optimale, si on a au moins un coefficient strictement positif, la solution n'est pas optimale, on va effectuer une deuxième itération et la condition d'arrêt, c'est pour une maximisation, c'est d'avoir des coefficients de la dernière ligne inférieurs ou égaux à 0. Si maintenant nous n'avons pas les conditions nécessaires pour appliquer l'algorithme de simplex, c'est-à-dire par exemple si nous avons un BJ négatif, c'est-à-dire je ne peux pas trouver une solution de base réalisable initiale triviale, ou si j'ai des contraintes diversifiées, c'est-à-dire j'ai une contrainte supérieure égale, une contrainte inférieure égale et deux contraintes égalité. Comment on peut résoudre ça? Et on ne peut appliquer, pour le cas de plus que deux variables, ni la résolution graphique, ni la méthode de simplex. Ici, nous avons deux possibilités. On peut appliquer simplex à deux étages. Nous n'avons pas vu cette méthode, mais nous avons vu l'algorithme qu'on a appelé l'algorithme de la méthode Big M ou Grand M, ou encore la méthode de pénalité. À quoi consiste cette méthode? La différence par rapport à la méthode de simplex, la différence principale par rapport à la méthode de simplex, c'est la façon avec laquelle on va chercher la solution initiale. On a un travail à faire pour trouver la solution initiale, on ne peut pas trouver une solution triviale. Puis par la suite, on va à chaque fois tester si cette solution est optimale ou pas, s'arrêter si la solution est optimale et effectuer une itération si la solution n'est pas optimale. Comment on va commencer? L'étape, la différence principale par rapport à l'algorithme de simplex, c'est la recherche de la solution initiale. C'est-à-dire l'étape qu'on a appelée la transformation du programme linéaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette transformation? On commence par multiplier ou éliminer les seconds membres négatifs, c'est-à-dire multiplier la contrainte qui a un second membre négatif par moins 1. Puis, on ajoute une variable d'écart pour chaque contrainte de type inférieur ou égal. On ajoute ou on retranche un surplus pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Et on ajoute la nouvelle notion, le nouveau type de variable, une variable qu'on a appelée artificielle pour chaque contrainte de type égalité et pour chaque contrainte de type supérieur ou égal. Et on considère comme base les variables d'écart ajoutées et les variables artificielles ajoutées. La base sera de dimension égale au nombre de contraintes, bien évidemment, puisqu'on a ajouté les variables artificielles aux contraintes de type égalité et de type supérieur ou égal. Donc, on considère une base initiale formée par les variables d'écart et les variables artificielles uniquement. Donc, ce qui reste, les variables de décision et les surplus sont des variables hors base mises à zéro. On termine la première étape par ajouter ou attribuer un coefficient qui est très positif pour un problème de minimisation et très négatif pour un problème de maximisation de la variable artificielle dans la fonction objective. Pour les variables d'écart et les surplus, leur coefficient dans l'objectif c'est égal à 0, sont égales à 0, c'est-à-dire comme si ces variables-là n'existent pas.
Pour les variables artificielles, on doit affecter un coefficient qui est inversé, qui est très important et a un objectif inversé à l'objectif de la fonction. Objectif, bien sûr. Si on a un problème de maximisation, on va attribuer à la variable artificielle un coefficient très négatif, dans l'objectif d'éliminer ce coefficient de la fonction optimale. Puis, on passe à la recherche ou à la détermination de la solution de base réalisable initiale formée par des variables de décision et des surplus mises à zéro puisque ce sont des variables hors base, et les variables d'écart et les variables artificielles sont formées par le vecteur B, le second membre. Tracer un premier tableau de simplex Big M. Tester l'optimalité de ce tableau, de cette solution plus précisément. Et ici, je souligne le fait que la dernière ligne à vérifier, si elle est supérieure ou égale à 0 ou pas, c'est une ligne calculée par Cj qui sont les coefficients de la fonction objectif initial et Zj qui sont calculés en multipliant la colonne du vecteur formé par les variables de base par la colonne du vecteur correspondant. Vous pouvez revenir au détail des calculs pour plus de précision. Donc, on compare ici, non pas la dernière ligne calculée comme pour l'algorithme de simplex, mais la dernière ligne calculée par les coefficients Ci moins Zj. Vous pouvez trouver les détails de ces calculs dans la séance réservée, les documents de la séance réservée pour la méthode Big M. Si la dernière ligne pour un problème de maximisation est formée par des coefficients qui sont tous inférieurs ou égaux à 0, on passe à la 7e étape. On va voir par la suite c'est quoi la 7e étape. Sinon, on continue la recherche de la solution optimale. On effectue une itération en déterminant le vecteur entrant qui a le coefficient le plus grand pour un problème de maximisation, calculer le ratio technique, chercher le vecteur sortant, puis appliquer l'équation correspondante au calcul des différents coefficients du nouveau tableau, tout comme on a fait pour simplex. Puis, on va tester l'optimalité de la nouvelle solution et on va continuer jusqu'à trouver que la ligne formée par Cj moins Zj a tous ces coefficients inférieurs ou égaux à 0 pour un problème de maximisation, et on passe dans ce cas à la 7e étape. Une deuxième particularité de la méthode Big M par rapport à la méthode de simplex, c'est que, en plus de la vérification du fait que la dernière ligne est formée par des coefficients qui sont tous inférieurs ou égaux à 0 pour un problème de maximisation, il faut vérifier aussi qu'il n'y a aucune variable artificielle dans la base. C'est-à-dire la première colonne du tableau de la méthode Big M ne doit contenir aucune variable artificielle. Si c'est le cas, c'est-à-dire si le tableau est optimal et j'ai tous les coefficients de la dernière ligne négatifs ou nuls, et en plus de ça, j'ai une variable artificielle dans la base, on dit que le problème n'a pas de solution. Donc, il y a ici deux conditions à respecter pour pouvoir dire que nous avons une solution optimale suite à une résolution par l'algorithme Big M. Et ici, la particularité de la méthode Big M, c'est que la faisabilité de problème ne peut être vérifiée qu'à la fin de la résolution. C'est-à-dire, en faisant la résolution, je ne peux pas vérifier si le problème a une solution ou pas. Ce n'est qu'à la fin de la résolution que je peux faire ça. C'est un inconvénient peut-être de l'algorithme Big M, mais c'est une particularité de cet algorithme-là. Pour la notion de dualité, on a appelé dualité une transformation ou une réécriture des mêmes données d'un problème, mais autrement, d'un autre point de vue. Vous avez un exemple détaillé dans le cours.
Pour écrire un programme dual, nous devons appliquer ou respecter ces règles-là. Une remarque très importante, c'est que le tableau se lit dans un seul sens. C'est-à-dire, si j'ai un problème primal de maximisation et je vais le transformer, voilà, je vais chercher son dual qui est forcément une minimisation, je dois lire ce tableau ou appliquer les règles de ce tableau de la gauche vers la droite. Je dois absolument lire le tableau de gauche vers droite. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire si j'ai un primal de minimisation, je dois lire le tableau droite-gauche. Faut faire attention à cette remarque-là. Quelles sont les règles dans ce tableau? Ce sont des règles liées au nombre de variables de décision du problème dual qui est donné par le nombre de contraintes du primal. Les coefficients de l'objectif sont les seconds membres de l'objectif du dual sont les seconds membres du dual et les signes des contraintes sont déterminés à partir des signes des variables de décision du primal et les signes des variables de décision du dual sont déterminés à partir des signes de contrainte du primal. La matrice A des coefficients du primal sera transposée dans la forme duale. Nous avons eu deux exemples de dual. Si vous voulez, à la fin de cette séance, on peut avoir un autre exemple. Une dernière remarque sur la transformation du programme primal dual, c'est qu'il suffit pour la transformation signe des contraintes, signe des variables de décision par exemple, il suffit que nous vous donnons la première règle, c'est-à-dire si la contrainte I du primal est inférieure ou égale, et de type inférieur ou égal, la première variable est supérieure ou égale à 0. Donc, automatiquement, la deuxième règle à appliquer, elle est déduite directement, même si elle n'est pas donnée. C'est juste une remarque parce que parfois, on donne un tableau sommatif et non pas un tableau avec ses détails. De même pour la matrice A et le transposé de A, généralement, on ne donne pas cette information. Donc, généralement, on donne max, min, signe contrainte, signe variable de décision. On trouve dans cette rubrique-là uniquement IM contrainte inférieure égale, variable supérieure égale, puis signe de variable de décision supérieure ou égale et signe de contrainte supérieure ou égale aussi. C'est un tableau sommatif qui contient des informations génériques et non pas des informations détaillées et explicites. C'est juste une remarque au cas où vous avez un tableau réduit sur les règles de transformation primale duale. Pourquoi on a besoin de cette forme duale maintenant? On peut, entre autres, l'utiliser pour la résolution du problème, en respectant ces règles-là. La première règle ou le premier théorème, c'est que le dual de dual, c'est un problème primal. C'est-à-dire, on revient vers le premier problème si on applique le dual deux fois. Et le théorème le plus important qu'on utilise souvent pour la programmation linéaire, c'est le théorème de forte dualité. C'est-à-dire, si le problème primal a une solution x étoile, le problème dual a aussi une solution y étoile et la relation entre x et y est c x étoile égale à y étoile b, et il y a d'autres applications ou d'autres exploitations de la transformation duale primale. Je vais vous montrer une de ces exploitations juste après cette diapositive. La relation entre les solutions du primal dual, vous trouvez les différentes combinaisons dans ces relations. Donc, si j'ai un problème primal avec une solution infinie, le problème dual sera forcément non réalisable.
De même, si on a un dual infini, le primal sera non réalisable. Si le problème primal est non réalisable et le dual est réalisable, c'est-à-dire que le dual est infini, la solution du dual est infinie. Et inversement, si on a un dual non réalisable et un primal réalisable, le primal dans ce cas sera infini. Ici, primal dual n'a pas vraiment une importance puisque ce sont des noms. C'est-à-dire si le problème de départ, ça s'appelle un primal et d'arrivée, ça s'appelle un dual. Et la première règle confirme ça. L'exemple que je vais vous montrer qui met en évidence l'importance ou l'utilisation du théorème de forte dualité pour la résolution des programmes linéaires. Nous avons déjà eu quelques autres exemples, mais je vais vous ajouter cet exemple-là. On va considérer un tableau de simplex d'un problème primal et je vais vous poser la question. Est-ce que ce tableau peut être le premier tableau de simplex? Est-ce que ce tableau peut être le premier tableau de simplex? Oui ou non? Je ne sais pas si je suis en train de parler toute seule. Merci. Ce tableau, je vais continuer l'explication. Je vais continuer. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je vais supposer que je parle toute seule. Alors, ce tableau ne peut pas être le premier tableau de simplex, tout simplement parce que la base est formée par une variable d'écart et deux variables de décision. Donc, on a le premier tableau de simplex et a une base initiale formée par les vecteurs d'écart ou les variables d'écart. Ici, le problème primal est un problème à 4 variables de décision et 3 variables d'écart, c'est-à-dire 4 variables de décision et 3 contraintes. Donc, les informations qu'on a pu tirer jusqu'à présent, c'est que ce tableau n'est pas un tableau, le premier tableau de simplex. Le programme primal, puisque ce tableau est relatif à un programme primal, est formé par 3 contraintes, puisqu'on a 3 variables d'écart, et le problème est de dimension 4, puisqu'on a 4 variables de décision, x1, x2, x3 et x4. Donc, par conséquence, et en appliquant les règles de l'écriture du dual, le problème dual aura 3 variables de décision qu'on va noter yi et 4 contraintes. La question suivante, est-ce que ce tableau-là est optimal ou pas? Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas répondre parce que je ne vous ai pas dit si ce tableau est relatif à un problème de maximisation ou de minimisation. Si j'ajoute l'information que le problème primal est un problème de maximisation, je peux dire que le tableau est optimal, le tableau de simplex est optimal parce que tous les coefficients de la dernière ligne sont inférieurs ou égaux à 0. Donc, je peux tirer la solution optimale, une solution optimale de ce problème. Comment on va lire cette solution-là? Je vous rappelle, la première chose à faire, c'est de déterminer les variables hors base. Ce sont les variables qui n'appartiennent pas à ces 3 lignes-là, ce qui sont les variables, dans ce cas, x1, x3, e1 et e2. Ces variables hors base auront une valeur nulle. Les variables de base, x4, x2 et e3, auront leur valeur à partir de la dernière colonne ici. Donc, nous aurons x2 égale à 4, x4 égale à 1 et e3 égale à 1. Donc, on lit la valeur de chaque variable à partir de la dernière colonne. Et la valeur de z, on la lit à partir de
cette case-là qui est égale à 155. Voilà comment on peut lire la solution du primal. Ce que j'ai voulu discuter aussi, c'est l'unicité de la solution. Si je vous pose la question, est-ce que cette solution est unique ou pas? La réponse sera oui, parce que dans le tableau optimal, nous avons 3 zéros et une base de dimension 3. Donc, nous avons à l'optimum un nombre de zéros à la dernière ligne exactement égal à la dimension de la base. Donc, la solution, elle est unique. La solution n'est pas unique si nous avons un nombre supérieur, un nombre de zéros, bien sûr, supérieur ou égal à 4 dans ce cas. Pour la solution du dual maintenant, on va chercher la solution du dual à partir de la solution du primal. Comment on va faire? On va commencer par considérer les variables de décision du primal, les valeurs à l'optimum des variables de décision du primal. Et on va dire, d'après le théorème de forte dualité, que ces valeurs-là correspondent aux valeurs des surplus. Ces valeurs-là correspondent aux valeurs des surplus. Pourquoi j'ai dit surplus et non pas écart? Parce que j'ai des contraintes de type inférieur ou égal. Donc, les contraintes du dual seront forcément de type supérieur ou égal. Donc, j'aurai des surplus et non pas des écarts. Donc, les valeurs des variables de décision du primal à l'optimum, je multiplie par moins 1, je trouve les valeurs des écarts dans le cas général et des surplus dans notre cas du problème dual. Par analogie, les variables d'écart, les valeurs des variables d'écart à l'optimum du primal seront multipliées par moins 1 pour trouver les valeurs des variables de décision du primal. Et ce, uniquement dans le tableau de simplex optimal. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les variables de décision du dual. Donc, vous allez directement considérer les variables d'écart, ou si c'était la méthode de Big M, les variables d'écart et les variables artificielles, et vous allez multiplier chaque valeur à l'optimum d'une variable d'écart par moins 1 pour trouver la variable de décision. Comment choisir l'ordre? Lorsqu'on va chercher la forme duale, on va attribuer une variable y1 pour la première contrainte, y2 pour la deuxième contrainte et y3 pour la troisième contrainte. Donc, c'est comment on a défini la forme duale qui va définir l'ordre des variables de décision du dual. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les variables d'écart de la forme primale qui va me donner les valeurs des variables de décision de la forme duale. Donc, dans ce cas, y1 sera égal à 40, y2 sera égal à 15 et y3 sera égal à 0 et nous aurons bien sûr la même valeur de la fonction objectif. Si on note cet objectif W pour la forme duale, nous aurons W étoile égale aussi à 155. Je vous ai montré un exemple sur une résolution par l'algorithme de simplex. Mais dans le cas général, même si on a résolu le problème par la méthode graphique ou par la méthode Big M, le principe est le même. Les valeurs qui étaient affectées aux variables de décision du primal seront des variables d'écart et des surplus, des variables artificielles pour le dual. Et les variables d'écart du primal seront les variables de décision du dual, multipliées par moins 1, bien sûr. Voilà ce que j'ai à dire sur la notion de dualité. Passons maintenant à la dernière partie de rappel, ou l'avant-dernière partie du rappel, qui est relative à la résolution numérique. Ce que nous avons vu, nous avons considéré deux logiciels.
nous avons commencé par MS Project, puis Lindo. Pour MS Project, la première étape, c'est de installer l'option ou la macro solver en suivant ce chemin-là. L'installation du solver se fait une seule fois, c'est-à-dire si vous avez installé une fois ce solver, vous n'avez pas besoin de refaire l'installation de nouveau à chaque fois où vous avez besoin du solver. Puis, nous avons appliqué certaines règles pour utiliser ce solver-là et résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est-à-dire déterminer la solution optimale. Dans notre cas, nous avions deux variables de décision, si vous vous rappelez de l'exemple, et je vous rappelle le problème, si vous voulez, c'était un problème de transport d'au moins 1600 passagers et 90 tonnes de bagages, et nous avons 9 avions type 12 avions type A et 9 avions type B disponibles, et l'objectif c'était de minimiser le coût de location. Donc on a saisi les informations, puis on a généré ce qu'on appelle le rapport de sensibilité et le rapport de réponse. Le rapport de réponse et le rapport de sensibilité. Je vous ai demandé d'essayer de répondre aux questions dans le fascicule de TP. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais je vais revenir juste après avoir terminé avec le Lindo. Je vais revenir à ces questions-là pour vous donner quelques éléments de réponse. Utiliser, bien sûr, donner, bien sûr, après l'utilisation des rapports de réponse et de rapports de sensibilité générés par Excel ou encore par Lindo. Lindo, c'est un logiciel puissant, mais très facile à utiliser. Vous appliquez ces règles, subject to veut dire sous contrainte, et vous devez respecter, comme tout autre logiciel, les règles pour l'espace et minuscules et majuscules, et vous allez avoir l'interface comme présentée devant vous. Donc ça, c'est l'exemple du cours du TP que je vous ai déjà envoyé. Et si vous lancez la résolution, résoudre ici, vous allez pouvoir obtenir la solution optimale, c'est-à-dire x1 égale, x2 égale et la valeur de l'objectif. Et vous pouvez aussi générer le rapport de sensibilité et le rapport de réponse qui sont les mêmes, bien sûr, que les rapports générés par MS Excel. Les informations dans ces deux rapports sont exactement les mêmes. On peut, comme pour le cas de Excel, interpréter les rapports de Lindo. Donc, on a les marges, on a les valeurs supérieures, valeurs inférieures, l'ombre coût, etc. On a les mêmes informations. Je vais revenir à l'exemple du cours par la suite. Et la dernière partie du cours, la semaine dernière, nous avons eu des éléments de ce qu'on a appelé des cas particuliers pour l'algorithme de simplex qui peuvent être aussi considérés pour la résolution graphique ou pour Big M. Donc, nous avons eu quelques éléments de résolution de problèmes particuliers par la méthode de simplex. Une remarque que j'ai voulu vous évoquer, j'ai oublié la remarque, je vais me rappeler de la remarque par la suite, j'ai oublié. Alors, je reviens vers le TP. Donc, si vous avez jeté un coup d'œil ou si vous avez essayé avec le travaux pratique, vous aurez trouvé ces questions-là à la fin du programme. Donc, à la fin du TP, pardon. Comment on peut répondre à ces questions-là? On doit exploiter
On doit exploiter le rapport de sensibilité et le rapport de réponse. Donc, je vais partager tout l'écran pour pouvoir afficher la feuille Excel et le PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Quelqu'un répond au micro, s'il vous plaît. Personne n'est là. Très bien. Alors, je vais commencer à répondre à la première question. Quelles sont quelle est la combinaison optimale? La combinaison optimale peut être déterminée ou bien à partir de la feuille principale, c'est-à-dire on lit ici la fonction objectif et les valeurs finales des contraintes, et ou bien on peut les lire aussi à partir du rapport de réponse. Donc ici nous avons la valeur de la fonction objectif et les valeurs des variables de décision. 6 pour x1 et 9 pour x2. Nombre d'avions type A et nombre d'avions type B. La deuxième question, en utilisant les rapports de réponse et de sensibilité, analyser les résultats en répondant aux questions suivantes. La première question, déterminer les ressources non utilisées par contrainte et les ressources mortes. Qu'est-ce que ça veut dire, les ressources non utilisées et les ressources liées aux mortes? En français, c'est binding and not binding. Ici, nous avons deux contraintes mortes. C'est-à-dire quoi, deux contraintes mortes? C'est-à-dire que leur valeur à l'optimum, c'est exactement égal au second membre. C'est-à-dire, ils ont une marge nulle. Ici, nous avons les avions type B et les bagages qui sont des contraintes mortes. Les contraintes qui présentent des ressources non utilisées, c'est un surplus pour la contrainte du nombre de voyageurs avec une marge égale à 500, un surplus égal à 500, et la contrainte relative au nombre d'avions type B avec un écart égal à 6, puisque le nombre disponible d'avions est égal à 12 et la valeur à l'optimum est égale à 6. Donc nous avons deux contraintes mortes et deux contraintes non liées, un surplus de 500 passagers ou 500 personnes et 6 avions type B. On nous demande par la suite l'impact d'une baisse de location des avions type A jusqu'à 100 000 dinars. La première chose à faire, c'est de vérifier si ces 100 000 dinars appartiennent à l'intervalle de sensibilité ou pas. On revient vers le rapport de sensibilité de l'avion type A. Voilà, on doit considérer cette ligne-là. L'intervalle de l'analyse de sensibilité de l'avion type A, c'est 800 moins 600 et 800 plus l'infini. Donc, nous devons vérifier si le fait d'avoir un coût de location égal à 100 000 dinars appartient à l'intervalle ou pas. Ça n'appartient pas à l'intervalle. La réponse est donc, je ne peux rien dire sur cet impact. Je ne peux pas analyser la sensibilité de cette modification, de la solution selon cette modification. Parce que je vous rappelle que le rapport de sensibilité me donne une réponse à la question qu'est-ce qui se passe si on fait varier les coefficients de l'objectif et si on fait varier le second membre des contraintes, mais dans des intervalles bien déterminés à partir des limites supérieures et limites inférieures. Donc ici, je ne peux rien dire parce que 100 000 dinars n'appartient pas à l'intervalle de sensibilité. La question suivante, on doit revenir bien sûr au départ parce qu'on est en train d'analyser un rapport de sensibilité lié à une solution bien particulière. Comment va évoluer la solution optimale si on décide de dépenser
100 000 dinars de plus pour B. Qu'est-ce que ça veut dire 100 000 dinars de plus? C'est-à-dire la location, au lieu de l'avion type B, au lieu que ce soit 100 000 dinars, ça devient 300 000 dinars. 200 plus 100 000 dinars, ça appartient à l'intervalle de sensibilité ou pas. On vérifie. L'intervalle de sensibilité pour le coefficient de deuxième avion, c'est moins l'infini 800. Donc, 300 appartient bien à l'intervalle de sensibilité. Donc, la réponse, c'est que la solution x1 égale à 6, x2 égale à 9 reste la même et l'objectif, bien évidemment, va changer. C'est un calcul par des coefficients et le coefficient change. Mais la réponse à donner ici, c'est que la solution qui est le nombre d'avions optimal, x1 étoile et x2 étoile, reste le même, égal respectivement à 6 et 9. La question suivante, après avoir revenir au point de départ, si on décide que la capacité de bagage devient 80 au lieu de 90, est-ce que cette modification aura un impact sur la solution et est-ce qu'on peut analyser? On revient au bagage. Voilà la ligne relative au bagage et la diminution autorisée pour pouvoir analyser, c'est 15 tonnes. Ici, nous avons diminué de 10 tonnes, donc on peut analyser, puisque 80 appartient à l'intervalle de sensibilité. Qu'est-ce qui va se passer à l'objectif si on diminue la quantité de bagages de 10 tonnes? La valeur de l'objectif va diminuer de 10, qui est la quantité de diminution multipliée par ce qu'on a appelé l'embrocaux ou le shadow place. La valeur de l'objectif va diminuer de 10 fois l'embrocaux. La dernière question, qu'est-ce qui se passe si on décide à la fois de augmenter ou de diminuer la quantité de bagages jusqu'à 70 tonnes et le nombre de voyageurs jusqu'à 300 personnes. Ici, on n'a même pas intérêt à vérifier si on est dans l'intervalle ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'analyse de sensibilité ne peut se faire que si on fait varier un seul paramètre à la fois. Si on fait varier plus qu'un paramètre à la fois, il n'est plus possible d'analyser ce rapport de sensibilité ou même un autre rapport de sensibilité généré par l'INDO, par exemple. Donc ici, ce que nous pouvons dire, c'est que je ne peux pas décider parce qu'on a fait varier deux paramètres à la fois, donc l'analyse n'est plus possible. Voilà ce que j'ai à dire pour la récapitulation des différentes parties du cours que nous avons eu durant toutes les séances de recherche opérationnelle. Je vous conseille d'exercer, de continuer à travailler sur les exercices déjà partagés ou même vous pouvez trouver d'autres exercices pour améliorer ou pour mieux comprendre ce que vous avez vu. Vous pouvez revenir aux documents partagés, au webinaire, ou vous pouvez aussi, bien sûr, me poser vos questions et je vais répondre à ces questions avec plaisir. Je vous remercie pour votre... Madame attends un peu. Je vous remercie pour votre... je ne peux pas dire intérêt parce que j'ai posé beaucoup de questions et personne n'était présent. Donc, je vous remercie parce que vous vous êtes réveillé tôt et vous êtes là. Et j'espère que vous allez trouver quelque chose qui peut vous aider pour réussir votre examen. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement puis on va discuter.